Cette vidéo va vous emmener vous paumer dans les dimensions proprement démesurées des restes d'étoiles éclatées. Mais avant d'y aller, j'aimerais chaudement remercier NordVPN pour leur soutien. C'est notamment grâce à eux que l'on peut financer des épisodes très ambitieux et sur le terrain, tels que ceux qui devraient bientôt sortir d'ici quelques semaines sur la chaîne. Bref, un grand merci pour leur soutien à la création et aussi pour nous permettre de visiter en toute sécurité les terra incognita du monde d'internet. Actuellement, si vous passez par nordvpn.com/baladementale, vous pouvez bénéficier pour à peine le prix d'un café de tout l'univers NordVPN. Il vous offre tout de même un mois d'abonnement gratuit pour toutes les souscriptions et surtout un pack de cybersécurité qui va se charger de s'occuper avec force insistance de vos infections numériques, de dézinguer pour vous les logiciels malveillants qui peuvent traîner dans le coin. Car NordVPN est devenu bien plus qu'un simple VPN. Désormais, leur anti-malware sera le garde du corps de votre ordi. Un garde du corps qui ne dort que d'un œil. Car même lorsque NordVPN n'est pas actif, pendant que vous dormez, lui reste toujours éveillé. À bloquer du logiciel espion, à traquer les trackers, à sulfater des fichiers dangereux. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Et surtout, vous ne le saviez même pas, mais vous avez été invité à leur 11e anniversaire. Et pour fêter ça, c'est eux qui régalent. Car pour tout abonnement de 2 ans, vous avez au minimum un mois d'abonnement gratuit, plus en cadeau du temps supplémentaire d'abonnement pour toutes les souscriptions de 2 ans. En passant par nordvpn.com/baladementale. Bref, il n'y a qu'une seule direction possible, nordvpn.com/baladementale. Sur ce, place à l'espace. Vous êtes en train d'observer les empreintes laissées dans le ciel par des étoiles à l'agonie, la signature de leur dernier souffle. Des jaillissements torrentiels de gaz et de poussière qui, dans le sillage de violentes morts stellaires, ont donné naissance à des nébuleuses planétaires. Ces impulsions thermiques qui déferlent actuellement dans l'espace, bien qu'elles soient toutes plus grandes que notre système solaire, et que beaucoup d'entre elles ressemblent à des yeux ouverts, sont invisibles à l'œil nu. Et pour pouvoir les voir, il nous faut passer par l'intermédiaire de puissants télescopes. Étrangement, aujourd'hui, ces voiles de gaz dérivant dans le milieu interstellaire sont affublés d'un nom qui n'est pas le bon, car le terme de nébuleuse planétaire est définitivement mal choisi, hérité d'une époque où il nous était impossible de mesurer toute l'immensité de ces formations. Lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, on observa pour la première fois ces structures dans le ciel profond, elles apparurent dans les peu puissants télescopes de l'époque, comme des disques souvent nébuleux, mal définis et légèrement verts ou bleutés, à l'image des pales géantes gazeuses Uranus et Neptune. Mais si l'usage de ce nom de nébuleuse planétaire a persisté, ces dernières n'ont en réalité strictement rien à voir avec la petite histoire des planètes. Infiniment plus lourdes, lumineuses et éphémères, leur présence nous raconte une apothéose terrible. Car ces flots de matière stellaire, que l'on serait tenté d'imaginer comme étant produits par l'éclosion de soleil, en sont en réalité les dernières œuvres, les ultimes signatures, celles de mort par dépouillement. Lorsque des étoiles de 0,8 à 8 fois la masse de notre Soleil atteignent les derniers milliers d'années de leur vie, elles entrent dans une sorte de chant du cygne et d'agonie, en se transformant en géantes rouges. Des versions hypertrophiées d'elles-mêmes et qui, perturbées par l'énergie libérée par les fusions ayant lieu dans leurs couches périphériques, se sont mises à enfler, à dilater leur enveloppe de gaz au point d'atteindre un tour de taille prodigieusement énorme, devenant jusqu'à plusieurs milliers de fois plus large que ne l'est aujourd'hui notre Soleil, et allant même jusqu'à finir par expédier la quasi-totalité de ses couches externes dans l'espace. À la suite de quoi, l'étoile mourante va lentement dessiner par à-coups sa nébuleuse, en compressant de la puissance de ses derniers vents solaires, comme de son rayonnement, les gigantesques nuages produits par l'enveloppe extérieure en expansion, et dont la matière ionisée s'étend, à raison de quelques dizaines de kilomètres par seconde, dans le milieu interstellaire, autour d'un petit astre agonisant. Au centre de la nébuleuse épluchée, ne reste alors plus qu'un cœur de soleil dénudé, une naine blanche produite par feu l'étoile, qui dans sa mort lui a donné naissance. Ce sont ces astres, extrêmement chauds et pouvant contenir dans un volume de l'ordre de celui de notre planète une masse proche de celle de notre Soleil, qui de leur puissant rayonnement ionisant nous permettent de voir distinctement ces flots de matière en expansion. En venant par l'intermédiaire de photons de haute énergie, portés à des températures de l'ordre de 10 000 degrés les coquilles de gaz qui les entourent, ces petites étoiles les rendent incandescentes. Comme nous le montre cette nébuleuse, dont l'anneau bleu-vert est produit par un noyau stellaire qui, depuis le centre, rayonne un flot de lumière ultraviolette qui va s'écraser sur le gaz environnant. Ici, l'on voit clairement la lueur résiduelle produite par l'excitation des atomes constituant les nappes de gaz expulsées par une étoile en phase terminale.
Là, cette autre nébuleuse, que j'ai personnellement décidé de baptiser l'œil de Sauron, est illuminée par un noyau d'étoiles dénudées, brillant avec la puissance de quelques 9000 soleils réunis. Située à peine 450 années-lumière de nous, la très photogénique nébuleuse de l'Hélix, dont la matière de l'œil cosmique en expansion est éclairée depuis l'intérieur, nous restitue une partie de l'énergie reçue sous forme de rayonnement chatoyant. C'est également l'une des nébuleuses les plus proches de nous, et aussi des plus grandes que l'on ait découvertes. Si elle était visible à l'œil nu, l'Hélix prendrait dans le ciel la moitié du diamètre de la pleine lune. Il faut dire que ces voiles de gaz s'étalent sur des distances de l'ordre de celles qui nous séparent de l'étoile la plus proche de nous. La démesure de cette image s'inscrit dans ces détails. Ici, chaque filament de gaz effiloché que l'on observe sur les pourtours, chaque goutte qui nous indique en pointant comme autant de doigts dans la direction de leur créateur, la position précise de la petite et encore puissante étoile qui leur a donné naissance, s'étend de son sommet arrondi à sa queue sur quelques 160 milliards de kilomètres, soit environ 1000 fois la distance séparant la Terre du Soleil. Et tout ceci tient dans chacune de ces petites gouttes. On pense que ces immenses gouttes en forme de comète, que l'on retrouve sur les pourtours d'un grand nombre de nébuleuses, doivent toute leur existence à la rencontre entre des vents stellaires brûlants et dilués, et de la matière dérivante plus dense et froide, éjectée par l'étoile, ici quelques 10 000 ans auparavant. De cette rencontre entre le feu récent et les flots crachés par l'étoile dans le passé, se forment dans le sens opposé au courant ces étranges gouttes. Et puis, déjà terriblement grandes, la plupart de ces nébuleuses sont en réalité bien plus vastes et complexes qu'elles n'y paraissent. Et voici que l'aspect de ce chaudron de gaz incandescent change du tout au tout, une fois observé dans d'autres longueurs d'onde que le visible. Observée dans le domaine des infrarouges, la nébuleuse de l'Hélix nous dévoile d'autres pans de sa réalité. Apparaissent alors au centre, échauffés par le noyau brûlant, un disque de poussière, les toutes dernières couches de gaz récemment crachées par l'étoile agonisante, et ici rendues visibles à travers les reflets d'une puissante lueur rouge entourant la petite naine blanche. Ici, cette autre nébuleuse dite de l'Anneau, qui se rapproche visuellement beaucoup de celle de l'Hélix, avec ses nœuds cométaires tous longs de plusieurs milliards de kilomètres, se révèle bien plus grande qu'elle ne nous semble, une fois observée en lumière composite. Et l'on peut voir que les couches de matière périphérique éjectées par l'étoile et qui ont créé ce cocon en expansion large de plus d'une année-lumière s'étendent en réalité encore au-delà. Ici, chaque pétale de couleur sombre étalée sur la draperie étoilée du ciel profond ont toutes été formées par les premières phases éruptives de l'étoile. Et au fil du temps, en se diluant, celles-ci se sont refroidies au point de finir par sortir du domaine du visible. Ici, comme dans bon nombre d'autres nébuleuses, c'est le comportement de la petite naine blanche à peine perceptible au centre, qui est venu dans un second temps, sculpter et façonner de l'intérieur, et à grands coups d'impulsion thermique, les nappes de matière dérivantes éjectées par feu la géante rouge. Sur cet autre cliché, on peut voir formée par cette petite étoile agonisante, une nébuleuse dont la taille déjà impressionnante d'une demi-année-lumière de large, quand on l'observe dans le domaine du visible, est en réalité encore sous-estimée, comme le montre ce cliché pris dans l'infrarouge proche. En fonction de leur histoire de vie et des caractéristiques des étoiles leur ayant donné naissance, ces nébuleuses peuvent prendre des formes extrêmement variées. Là, des nuages cosmiques spiralés, ici des coquilles de gaz superposées ou imbriquées. Certaines possèdent des symétries centrales, sont bipolaires ou ellipsoïdales, tandis que d'autres peuvent être parfaitement sphériques, voire totalement asymétriques, et ce à plusieurs échelles. Bref, c'est un joyeux bordel. Ici, les deux colonnes filamenteuses en forme de cône de la relativement jeune nébuleuse dite de la fourmi, tout comme celle du sablier, doivent vraisemblablement leur forme bipolaire caractéristique à la présence d'une épaisse ceinture de poussière qui enserre l'étoile située au centre, en restreignant l'écoulement des vents stellaires. Tout comme celle dite du crabe du Sud, où l'on soupçonne dissimuler, derrière l'importante quantité de matière ceinturant le système, la présence d'une paire d'étoiles tourbillonnantes et en interaction. Dans cette autre nébuleuse, les spectaculaires agencements de nappes de gaz et de poussière dérivantes sont vraisemblablement peints par la dernière danse d'un couple d'étoiles binaires, dont l'un des membres est en train de mourir à l'abri des regards. Si les deux étoiles sont ici impossibles à distinguer l'une de l'autre, c'est en raison, comme souvent, de leur grande proximité, de leur orbite trop serrée.
Là, cette intimidante nébuleuse en S inversée tire vraisemblablement sa structure étrangement symétrique et chaotique de la présence en son centre d'un couple d'étoiles elles aussi lancées dans une danse à deux. L'une mourante a de son agonie produit ses nappes de gaz dérivantes, tandis que l'autre, encore bien vivante, a de sa présence perturbé l'orientation et la disposition de ses rubans lumineux entrelacés. Et encore une fois, ici, les moindres petits détails de cette image peuvent en taille défier l'entendement. Chacune de ces gouttes pointant en direction de feu l'étoile géante désormais disparue, et de dimensions similaires à l'ensemble de notre système solaire interne. Afin d'éprouver presque intuitivement la toute-puissance dégagée par une étoile géante qui en fin de vie en vient à de l'intérieur se déchirer, l'on peut poser son regard sur les impressionnantes ailes de la nébuleuse dite du papillon, qui, se déployant chacune sur plus de 2 années-lumière, ont été dessinées à coups d'impulsion thermique et d'éjection de matière surchauffée par les soubresauts d'un astre qui, à l'origine, était environ 5 fois plus lourd que notre Soleil. De ce monstre de l'espace ne reste plus aujourd'hui, au centre, qu'une étoile mourante, et pourtant momentanément survitaminée, et qui, avec sa température de surface estimée à quelques 250 000 degrés, brille littéralement de mille feux dans le domaine des ultraviolets, au point d'être capable de pratiquement percer de la toute-puissance de ses rayonnements l'épais nuage de poussière sombre, en forme de tore, derrière lequel elle est cachée. Dans cette nébuleuse, comme dans beaucoup d'autres, dans une logique d'anti-papier à musique, le gaz et les poussières ont été éjectés selon des rythmes parfois chaotiques et des directions irrégulières, à grands coups d'épanchement déferlant dans l'espace à quelques 400 km par seconde, soit une vitesse telle qu'elle permettrait de se rendre de la Terre à la Lune en moins de 20 minutes. L'une des plus saisissantes et peut-être complexes nébuleuses connues à ce jour est celle dite de l'œil du chat. Ici, les coquilles de gaz extérieures ont été éjectées à intervalles réguliers, avant que le rythme et l'orientation de ces impulsions ne changent au cours du temps, au point de venir dessiner autour de l'étoile mourante une structure en couche de peau d'oignon imbriquée, une série de pupilles et d'iris superposés, formés d'une dizaine d'anneaux de poussière concentriques, chacun contenant autant de masse que toutes les planètes de notre système solaire réunies. Bien que l'étude de ces anneaux nous permette aujourd'hui de mettre en lumière une partie de l'histoire de cette nébuleuse, il reste encore difficile de trancher, avec certitude, parmi les différents scénarios permettant d'expliquer sa fascinante forme. Les pièces de ce puzzle cosmique ont-elles été découpées par les seules variations de l'activité magnétique de l'étoile agonisante, dont la lumière serait venue, dans un second temps et en douceur, sculpter les matériaux éjectés? Ou les anneaux de gaz fusant à grande vitesse se sont-ils, au cours de leur histoire, télescopés, en engendrant d'imposantes ondes de choc cosmiques? À moins qu'ici aussi ne se cache au centre de l'œil un système binaire perturbant l'orientation des vents solaires et dessinant ces motifs de poussière concentrique que vous observez maintenant dans une lumière composite d'optique et de rayons X. Toujours est-il qu'ici aussi, en dézoomant fortement, on peut observer un vaste halo diffus et étendu de matière qui entoure la petite nébuleuse. On pense que cette vaste structure en train de s'effacer a été éjectée lors de phases éruptives antérieures, alors que l'étoile au centre était encore une géante rouge, il y a de cela quelques 50 000 à 90 000 ans. Et le plus fou dans tout ça, c'est peut-être qu'en étudiant avec attention les images nous provenant de ces derniers soupirs d'étoiles, les astronomes peuvent même en déduire leur composition, la liste de leurs ingrédients. Car la lumière qui nous parvient de ces voiles de gaz en expansion est riche de précieuses informations. Elle contient, encryptée dans son spectre électromagnétique, la proportion de chaque élément atomique, les compositions chimiques. Et c'est à partir de l'intensité des rayonnements reçus, comme des compositions en éléments, que les astronomes attribuent à ces nébuleuses des couleurs. Je vous renvoie à l'épisode qui explique en quoi la lumière est une clé formidable pour étudier l'univers. Ici, la nébuleuse de l'œuf, qui se donne à voir ceinturée de vagues cosmiques ondulant autour d'une étoile cachée sous un épais voile de poussière, possède également un puissant faisceau de lumière qui, tiré depuis le centre, se reflète sur les particules de la taille de celle de nos feux de cheminée rencontrés sur son passage. Une grande partie de cette fine poussière interstellaire n'est pas composée d'hydrogène, l'élément de base des étoiles, mais d'atomes de carbone agglomérés, qui ont été fabriqués puis expulsés dans l'espace alentour par l'étoile à l'agonie. Or, le carbone est sur Terre, la poutre autour de laquelle se bâtit la vie. Ainsi, des coquilles de gaz de la nébuleuse de l'œuf, comme de toutes les étoiles mourantes que nous venons de survoler, peuvent naître de grandes promesses.
Et même si l'on est tenté, en mettant de côté la seule beauté du spectacle, de voir ces événements comme de funestes enterrements, ou plutôt anciennement, dans de vastes linceuls cosmiques, des étoiles et des planètes qui, avant l'avènement de ce cataclysme, leur tournaient peut-être autour. Ces nébuleuses, de façon contre-intuitive, en nous rappelant par leur présence que les étoiles ne sont pas éternelles, sont définitivement pour le cosmos une très bonne nouvelle. Car la mort de ces étoiles signifie la naissance de beaucoup d'autres choses. Dans un épisode précédent, nous avions vu que les étoiles ne font pas qu'émettre de la lumière. Elles sont aussi, et surtout, de gigantesques usines à transformer la matière. En leur cœur, leurs températures sont telles qu'elles sont capables de faire fusionner des éléments légers pour les transformer en éléments plus lourds. Ainsi, ces nébuleuses, en venant expulser dans le milieu interstellaire une grande partie de ces nouveaux éléments forgés en périphérie des géantes rouges, jouent ainsi un rôle crucial dans la montée en complexité des éléments présents dans l'univers. En venant enrichir de leur présence le milieu interstellaire, elles vont contribuer à ensemencer le cosmos, et ainsi à former des étoiles de seconde, voire troisième génération. Des étoiles autour desquelles tourneront peut-être des planètes enrichies en éléments plus complexes. Ici, ces morts ne laissent pas de place pour la tristesse, car tous ces nouveaux éléments sont en creux, la promesse d'une prochaine grande richesse, d'un milieu enrichi en nouveaux éléments, qui finiront peut-être un jour par former ces nuages gigantesques à partir desquels les étoiles se forment. Et puis, observer ces brèves étapes finales de la vie d'un grand nombre d'étoiles nous renseigne également sur notre propre destinée. Car d'ici quelques 5 milliards d'années, quand dans le cœur du Soleil l'hydrogène viendra à manquer, et que le noyau de l'étoile, incapable de contrebalancer la force gravitationnelle qui tend à le faire s'effondrer sur lui-même, va voir sa température augmenter jusqu'à atteindre 100 millions de degrés. Notre étoile prendra alors en quelques millions d'années la direction de ses apothéoses visuelles. Ultime coucher de soleil qui inévitablement attendent toutes les étoiles de 0,8 à 8 masses solaires. À la suite de quoi même la petite naine centrale finira, sur des durées de temps de quelques dizaines de milliers d'années, par voir sa température devenir trop faible pour éclairer de l'intérieur sa nébuleuse qui cessera alors de briller. Devenu difficilement accessible, le spectacle de sa dissolution va cependant continuer à être donné loin des regards indiscrets, comme nous le montre la vieille nébuleuse de la Méduse, qui, déjà large de 4 années-lumière, et en raison de l'activité déclinante de son cœur, sur le point de s'arrêter, s'apprête à disparaître sur le fond de velours noir de l'univers lointain. Sur ces autres images prises à 20 ans d'intervalle, on peut voir la nébuleuse de Stingray changer de forme et tout en poursuivant son expansion, perdre avec le temps considérablement en luminosité. Ici, les nuages de gaz de la nébuleuse du Boomerang, que vous voyez actuellement dans toute une gamme de longueurs d'onde différentes, ont été, de façon totalement contre-intuitive, mesurés à une température d'à peine 1 degré au-dessus du zéro absolu. Ce qui fait de cette région l'un des endroits les plus froids de l'univers connu. On explique cette apparente étrangeté par la détente avec le temps du gaz à l'origine expulsé de l'étoile à près de 500 000 km/h. Aujourd'hui, ces nébuleuses planétaires, bien qu'elles soient étudiées depuis près d'un siècle, sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Ainsi, nous ne savons toujours pas d'où l'énigmatique et inhabituelle nébuleuse du rectangle rouge tire-t-elle son étonnante structure en forme d'escalier. Celle-ci provient-elle de sa relative jeunesse et du fait que la puissante lumière de l'étoile n'ait pas encore eu le temps d'illuminer et d'ioniser l'ensemble des nappes de gaz dont elle s'est elle-même dépouillée? Des questions qui restent encore en suspens. Et il est étrange de penser que ces phénomènes, bien qu'ils soient extrêmement courants dans le cosmos, ne sont connus qu'en petit nombre. Parmi les quelques 200 à 400 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, nous n'avons pour l'heure détecté qu'environ 1500 de ces structures. Il faut dire que la durée de vie apparente de ces ultimes feux d'artifice est au regard de celle des étoiles qui les engendrent, parfaitement dérisoire. Toute proportion gardée au regard de la durée de la vie de leurs étoiles, celles-ci se fanent aussi rapidement que ne s'estompent pour nous les couleurs d'un coucher de soleil.